Alors, bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je te laisse te présenter. Voilà. Ok. Bah, du coup, moi, je m'appelle Pierre-Louis Spenlauer. Je suis expert en cybersécurité, orienté plutôt offensif. Donc, moi, j'ai fait plus de 4 années maintenant en tant que pentester. Donc, pentester, c'est quoi? Euh, on peut appeler ça aussi hacker éthique. L'intérêt de ce métier, c'est au travers d'audits offensifs, de détecter des vulnérabilités en les exploitant pour différents clients. Notre but aussi, c'est justement de détecter et exploiter ces vulnérabilités avant qu'une personne malveillante le fasse. Et ça permet justement aux clients de voir un peu euh, leurs points leurs points sensibles sur leur SI, les choses qu'ils doivent améliorer. Et l'intérêt, c'est en effet de prévenir avant que une personne malveillante le fasse et exploite réellement pour justement impacter, que ce soit financièrement ou en termes de métier, la société. Alors, j'aurais quelques questions pour toi. Quelle méthode tu utilises pour réaliser tes pen tests? Alors, différentes méthodes en fait, parce qu'on a, en fait, le pentest c'est un monde assez large. On a pas mal de domaines assez variés. C'est pour ça qu'un pentester, quand on est expert, on va pas être expert forcément dans tous les domaines. Mais si je prends par exemple l'exemple du pentest web, où on va justement tester une application web ou une API, généralement, en fait, on va se fier à des référentiels qui sont mondialement connus. Par exemple, pour le web, on va utiliser le référentiel de l'OASP qui est régi par différents checks qu'on va faire, que ce soit par exemple la gestion d'authentification, la gestion des autorisations, euh, la, s'il y a justement des injections qui sont possibles sur des entrées utilisateurs. Et en fin de compte, je sais pas, on va avoir par exemple 100 points à checker lors un audit web. Mais l'intérêt dans la méthode, en fait, c'est pas forcément de prouver, en termes de finalité, de prouver qu'on peut compromettre le serveur en tant que tel. C'est de trouver des vulnérabilités qui peuvent être à la fois qui peuvent être mineures comme critiques. Si je prends un exemple tout bête, en web, on peut avoir une vulnérabilité qui va être justement le fait qu'il y ait une absence d'entête de sécurité sur les requêtes, sur les requêtes ou les réponses du serveur. Auquel cas, voilà, on va déduire que cette vulnérabilité n'a pas d'impact en forcément, ça sera pas des impacts hyper importants sur le SI. Pour autant, ça va être beaucoup plus montrer ça comme étant une bonne pratique de sécurité de mettre en place ces entêtes de sécurité. À l'inverse, on va avoir par exemple une vulnérabilité critique. On va prendre une vulnérabilité assez connue, l'injection SQL sur par exemple un portail d'authentification. Et cette injection SQL nous permet nous d'avoir en fait compte un accès sur le serveur qui héberge euh, l'application web. Et auquel cas, là, ça va être une vulnérabilité critique parce que on n'a pas besoin d'authentification pour l'exploiter. Et en plus de ça, on récupère un accès plus ou moins avec des hauts privilèges sur le serveur. Hmm. Mais donc, voilà, ça c'est le OASP. Après, on va avoir, si on parle de tests d'intrusion interne ou externe, on peut avoir aussi d'autres référentiels qui peuvent être utilisés. Euh, mais l'intérêt, en fait, compte, c'est dans un pentest, c'est pas de prouver qu'on peut compromettre, c'est faire vraiment de mapper en fait l'intégralité des vulnérabilités qui se trouvent sur le périmètre. Auquel cas, normalement, on peut avoir certaines fois justement des pentesters qui s'amusent juste à remonter ce qui est vraiment impactant. Moi, mon intérêt, c'est vraiment de remonter un peu de tout, quoi, que ce soit du mineur comme du critique. Justement, après, comment tu priorises les vulnérabilités identifiées lors d'un audit? Bah alors il y a deux points en fait. En fait, on va se baser sur la matrice. Enfin, moi, je me base sur la base de l'ANSI, enfin la matrice de l'ANSI, pardon, qui en fin de compte est définie par deux critères la complexité d'exploitation et l'impact métier qu'a la vulnérabilité en réalité. Donc, si par exemple, on va prendre
dans un premier temps, une vulnérabilité qui va impacter énormément le SI, c'est-à-dire qu'on peut récupérer toutes les données clients qui sont sur le serveur, par exemple, si on prend une application web, et qu'en termes d'exploitation, bah, c'était hyper facile. En termes de, voilà, il ne suffit pas d'être un hacker hyper expérimenté pour faire ce type d'attaque. On va se diriger facilement sur une vulnérabilité critique. Après, on peut prendre aussi dans le contexte que si cette application, en plus, est exposée uniquement, enfin carrément sur Internet, voilà, on va directement se passer sur une vulnérabilité critique. À l'inverse, une vulnérabilité mineure, ça va être justement une exploitation qui va être très complexe à mettre en place. Donc voilà, là, à l'inverse, il faudrait qu'on soit un hacker qui prenne vraiment du temps d'exploiter cette vulnérabilité-là avec beaucoup d'expérience. Et en plus de ça, en termes d'impact, on récupère pas grand-chose. Ouais. Par exemple, voilà, l'entête de sécurité, par exemple, ça pourrait être une vulnérabilité mineure, modérée, parce que bon, en termes d'impact, il n'y en a pas énormément. Mais en termes d'exploitation, voilà, ça nécessite quand même du temps pour une personne qui a du temps de le faire, de s'en servir. Et le temps pour le hacker, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire qu'il il C'est va ça. investir du C'est temps. ça, parce que quand on est en audit, voilà, généralement, c'est un audit qui va durer une semaine, 5 jours, avec le rapport compris. Nous, on essaie toujours d'expliquer aux clients, voilà, une personne qui a vraiment du temps et qui a vraiment un intérêt de, de poser du souci à notre client, bah, en effet, lui, il a pas que 5 jours, en fait, il a le temps qu'il veut, quoi. Donc, Mm. et puis, il y a, quand on dit aussi prioriser une minorité, c'est aussi prioriser la remédiation. Moi, je parle beaucoup quand je fais un rapport de plan d'action. L'intérêt, c'est de dresser en fait un plan de correction au client selon en fait les, selon en fait la priorisation. C'est-à-dire que si on a une vulnérabilité qui va être en effet critique et en plus de ça, on sait que la correction va être très simple à mettre en place, on va directement avoir cette vulnérabilité qui va être mise en haut du plan d'action comme étant hyper priorisée Mm. Mm. à corriger. À l'inverse, voilà, une vulnérabilité mineure et qui en plus de ça nécessite quand même une charge assez importante en termes de correction, que ce soit en termes de budget ou même de temps de travail, on va la mettre en bas, Mm. logiquement. Mm. Voilà. Comment gères-tu le retour des clients après un audit? Bah, après, en fait, le client, lui, va avoir déjà dans un premier temps le retour du coup via une restitution qu'on va faire soit à l'oral ou juste tout simplement en envoyant un rapport. Euh, mais l'intérêt en fait dans la restitution, en fin de compte, c'est d'échanger sur, par exemple, voilà, le plan d'action. Nous, on estime que voilà, cette vulnérabilité va être simple à corriger et il va nous dire, ah bah non, nous, on n'a pas forcément les ressources, que ce soit budgétaire ou en termes de personnes qui peuvent la corriger. Alors, soit moi, en effet, je peux proposer aussi quelquefois de mettre les mains dans le cambouis pour justement les aider à la corriger. Donc, faire un accompagnement en plus sur long terme. Et en plus de ça, généralement, l'accompagnement peut se continuer à se faire avec le client en proposant justement un contre-audit. C'est-à-dire que voilà, on va lui laisser 3 mois pour faire les corrections. Et du moment qu'il se sent prêt, on va refaire un contre-audit où on va juste uniquement checker les finalités qui avaient déjà été détectées et voir si elles sont toujours effectives ou non. Donc il y a quand même un, un accompagnement sur le long terme avec le client. On ne s'arrête pas justement à faire juste le rapport et on n'en parle plus. C'est de l'accompagner s'il a des questions, même sur la correction. Quelquefois, on peut, je sais pas, en termes de correction, on va prendre encore sur du web, mais voilà, on sait que l'application, elle tourne sur du PHP et la correction que je lui ai donnée, c'était une correction qui était un peu plus générique et pas forcément axée que sur du PHP. Bon, mon intérêt, c'est de revenir vers lui, voir un peu ce que j'ai pu un peu rechercher, voir si je peux l'aider à davantage sur la correction. Mais en règle générale, moi, mon, mon métier, c'est de faire de l'offensif et pas du correctif. Mais étant donné que quand on fait du correctif, on connaît les corrections, généralement, on peut quand même aussi les accompagner sur ce côté-là, quoi. Mm. Quel défi majeur rencontres-tu dans la sécurisation des entreprises? Euh, Majeur, c'est en fait justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure,
Généralement, le challenge, ça va être justement au niveau du budget. On va avoir un client, je sais pas si le plan d'action, si on le donne à un gros client du CAC 40, on sait qu'en termes de budget, ça va être assez limité. Donc, on peut vraiment lui préconiser des corrections qui sont qui sont de la haute voltige. À l'inverse, pour des PME, bah, là, le souci, c'est vraiment de savoir ce qui est le plus viable pour eux sans forcément dépenser trop d'argent. Moi, je prends un exemple très simple. Voilà, euh, via un test d'intrusion interne, on a pu compromettre l'ensemble du parc parce que, d'une part, en fin de compte, sur l'ensemble des machines, il n'y avait pas forcément de solution antivirale. Euh, chez, chez le client du CAC 40, on va lui dire, bon voilà, il faut mettre des antivirus sur toutes les machines du parc SI. À l'inverse, pour une boîte du PME, s'ils peuvent vraiment pas mettre en place justement sur toutes les machines une solution antivirale, l'intérêt ça va être beaucoup plus de se dire, ok, alors on a réussi à compromettre cette première machine. En fin de compte, ce qui nous a permis de rebondir sur cette machine, c'est justement le fait que on va avoir par exemple des mots de passe communs sur toutes les machines, ce qui a fait qu'on a pu remonter en ayant de plus en plus de privilèges sur dans le réseau. le réseau. Hmm. Et auquel cas, là, ça va être beaucoup plus, bon, bah, on va essayer de plutôt gérer cet aspect. On ne réutilise pas des mots de passe sur l'ensemble des machines. On va complexifier un peu tout ça pour justement que même si une machine se fait compromettre parce qu'elle n'a pas forcément d'antivirus, l'hacker soit bloqué en fin de compte en restant sur cette première machine et ne puisse pas rebondir sur les Machine. autres machines du réseau, Mais comment par ça se exemple. fait qu'il y a un mot de passe commun sur les mêmes Bah, machines? parce que, enfin, ça peut quelquefois être le cas, justement, quand on fait de la lorsque justement on a un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, dans une PME, voilà, on va lui donner du coup un ordinateur, on va lui donner son, son compte. Ouais. Et généralement, son compte, quelquefois, il peut être justement, au départ, il va être avec un mot de passe par défaut. Je sais pas, par exemple, le nom de l'entreprise 2025, Hmm. point d'exclamation. Et D'accord. quelquefois, on se rend compte que bah, la personne ne va pas forcément changer ce mot de passe. Et auquel cas, bah, on peut se dire, ah bah, on va réutiliser ce compte utilisateur, voir s'il a des accès un peu plus privilégiés sur d'autres machines, que ce soit des workstations ou des serveurs du SI. Donc là, D'accord. c'est Donc là, ça veut voilà, dire que tu entres, donc que tu pénètres dans un ordinateur qui est dans le réseau, voilà. et donc et dans cet ordinateur-là, on va imaginer qu'en a la PME, il y a 10 autres PC, 10 autres postes, Mhm. Ouais. et, et sur les 10 autres postes, ils ont créé le même utilisateur, le nom d'entreprise 2025. C'est ça, on va se Ah, dire, ah d'accord. bah, ça se trouve, ce mot de passe, en fait, il a été réutilisé sur avec d'autres comptes utilisateurs. Qui va Donc, en ouvrir fait, une session, qui va ouvrir qui peut, une ouais, session qui dans peut, l'ordinateur. voilà, ouais, en vulgarisant un peu, ouais, c'est ça. Hmm. C'est-à-dire que, après, c'est de chercher justement d'autres comptes utilisateurs qui vont peut-être se mettre ce même mot de passe par défaut Hmm. et se dire, ah bah, en plus de ça, le compte utilisateur qui a ce même mot de passe, lui, il a un accès administrateur sur d'autres machines. Hmm. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire en fait en test d'intrusion. Ça prend une ligne de commande et on, on récupère en fait tous ces comptes-là en question. D'accord. Ben, Mais voilà, l'intérêt en fait de la réponse de ma question, c'est vraiment il y a toujours une solution un peu plus bas de gamme, on va dire, pour contrecarrer certains impacts. Mais c'est vrai que bah, en réalité, le fait de mettre un antivirus, ça, en règle générale, c'est pas une correction à proprement parler. Ça va justement complexifier en fait la tâche de l'attaquant pour continuer en fait son chemin dans le SI, quoi. ben, d'ailleurs, ça nous renvoie vers la méthode c'est un peu quelle méthode tu utilises justement pour sensibiliser les équipes aux risques cyber, tu vois justement les mauvaises Bah, pratiques. Je pense que là, c'est le cas. ça dépend ouais, en fait, on va avoir de la sensibilisation qui peut être faite autant sur des collaborateurs qui sont, eux, responsables IT, bah, voilà, justement, de donner les bonnes pratiques, que ce soit justement en termes de monitoring du réseau, mise en place de solutions antivirales,
l'utilisation de comptes administrateurs juste pour administrer, pas pour faire autre chose que d'administration sur le réseau. Hmm, Et puis, on va avoir aussi de la sensibilisation qui va être faite beaucoup plus sur le côté collaborateur métier, hmm. qui connaît pas forcément grand-chose en cyber, et qui pour autant, lui, va avoir aussi un enjeu primordial en fait dans la sécurisation du SI. Et là, on va justement parler de phishing, de bonnes pratiques en termes euh, d'utilisation de mots de passe Ah oui. différents mots de passe selon les services qu'ils utilisent. Ça peut être aussi fait. Mais donc voilà, on va avoir différents types de formations qui peuvent être proposées selon en fait le corps de métier. Si c'est un collaborateur qui n'y connaît rien et qui en effet, lui, son intérêt dans la boîte, c'est de ramener de l'argent via le business, pas forcément avoir lui à la base cette conscience en termes de cyber euh, qu'il devrait avoir en fait. Donc D'accord. là, l'intérêt, c'est on sait de la cyber. Lui, il a un impact sur la sécurité de sa boîte. C'est comme si, je sais pas, on va prendre un exemple assez imagé. Euh, on a une maison. Ouais. On a une maison avec, voilà, on partage une maison avec différents colocataires. Euh, on sait que demain, s'il y a une perte de clés d'un des colocataires qui a été perdue, euh, on va peut-être avoir une probabilité que la personne qui retrouve cette paire de clés va pouvoir se dire, ah bah je sais, la clé, elle accède à cette maison-là, on va essayer d'y rentrer et du coup ça va impacter que le colocataire en lui-même, ça va Ouais. impacter l'ensemble des personnes qui sont dans cette maison. Ouais. Bah, c'est de la même manière, c'est-à-dire que en cyber, voilà, demain on pense qu'on s'est fait attaquer par du phishing, et ben on va prévenir l'ensemble du parc, donc les responsables IT. Je me suis fait ficher. Hmm. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bah on va changer ton mot de passe. Voilà, de la même manière, je sais pas, dans une maison avec des colocataires, ah bon on va changer La la serrure? serrure, on va changer le numéro de clé. Voilà, ça va peut-être il y aura un coût, mais au final l'intérêt c'est de prendre ses responsabilités pour l'ensemble en fait des personnes qui travaillent dans l'entreprise dans laquelle Ouais, bah on travaille quoi. l'intérêt, c'est effectivement de protéger les données de l'entreprise, quoi. C'est ça, exactement. Et comment tu réagis à un client? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des clients qui refusent de corriger des vulnérabilités? Euh, Ça dépend. En fait, oui, il y a en fait, ça dépend. Généralement, il y a des clients qui ont cette politique, bon, on va corriger ce qui est le plus important, c'est-à-dire les vulnérabilités majeures et critiques. Le modéré et le mineur, euh, ça prendra son temps. Si on doit les corriger, on les corrigera. Donc, généralement, oui. Après, il y a aussi après, on peut être confronté enfin, ça c'est vraiment théorique, hein, mais c'est juste pour montrer un peu un exemple enfin, montrer un peu les responsabilités qu'on a nous en tant qu'auditeurs. Si demain, je sais pas, on teste une application web qui est exposée sur Internet, qu'on trouve une vérité critique, on sait qu'en plus de ça, cette application web, elle est réellement exposée dans le sens où c'est un environnement de production, donc elle est réellement en train de marcher actuellement sur Internet pour des vrais clients. Et que, en fin de compte, lors de ce test, on trouve une unité critique qui nous permet, nous, de récupérer en fait l'ensemble de données de différents clients, que ce soit des données de santé ou des données vraiment confidentielles. Nous, on est en responsabilité, en tant qu'auditeur, de prévenir le client qu'il doit lui-même prévenir la CNIL, Hmm. comme quoi il y a des données qui concernent ses clients de santé qui fuitent, qui pourraient fuiter. Et ça, nous, à part prévenir, on peut rien faire d'autre. C'est-à-dire que s'il veut pas prévenir, c'est son problème. Nous, en fait, on a l'intérêt de mettre une traçabilité dans le sens où on met sur noir sur blanc comme quoi on a vraiment mis sur le rapport comme quoi il est dans l'urgence de prévenir la CNIL. Et Mais la après, CNIL, non. après, va devoir prévenir tous les clients que... La, la CNIL va surtout imposer déjà mettre
d'éteindre l'application, quoi, de plus l'exposer sur Internet du moment où, tant que la vulnérabilité n'a pas été encore corrigée. Mais Ou même, on peut faire il me semble que l'entreprise a l'obligation de prévenir ses clients qu'il a été attaqué. ça. Et s'il ne le fait pas, c'est la CNIL qui s'en charge, il me semble. Alors, je sais pas si la CNIL s'en charge, mais en tout cas, la CNIL devra, je pense, si je dis pas de bêtises, devra sanctionner en fait l'entreprise, Mm, dans tous les cas. mm, Donc voilà. Nous, la responsabilité, c'est qu'on prévient, mais on ne va pas prendre le rôle du client pour nous-mêmes faire on va dire le boulot de prévenir mm, d'autres entités comme la CNIL. Ça, mm, c'est pas notre problème. mm, Enfin, nous, justement, là où on doit être protégé, c'est nous, on doit vraiment mettre sur rapport comme quoi on les a prévenus. mm, mm, Après, voilà. Mais ça reste comme ça. Après, quelquefois, ça nous est arrivé que des clients stigmatisent certaines vulnérabilités et disent oh, bah, elle n'est pas vraiment majeure, elle est plutôt modérée parce que euh, voilà, en termes de données clients, c'est pas forcément fou. Nous, c'est pas qu'on va tenir tête, mais on va essayer de expliquer beaucoup plus techniquement pourquoi ça reste quand même un danger majeur pour l'entreprise. mm, Après, en tout cas, nous, si on nous demande demain, ah bah non, 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 vous la mettez en modéré, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on la laisse en majeur. On dit non, 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 nous, ah, on estime qu'elle est comme ça. Et en plus de ça, c'est nous-mêmes pour nous protéger aussi, encore une mm, fois. mm. Est-ce qu'il y a des nouveaux vecteurs d'attaque que tu surveilles en 2025? Euh, Pas plus que ça. Ce qui reste en fin de compte aujourd'hui le plus dangereux en réalité, c'est les attaques d'ingénierie sociale. Donc ça Mm, va être du phishing, ça va être du smishing, du vishing, du spear phishing, où là l'intérêt c'est beaucoup plus de cibler un collaborateur en question dans l'entreprise en récupérant des données, que ce soit sur LinkedIn ou des données qui le concernent sur Internet et de vraiment faire un mail vraiment contextualisé pour cette personne pour encore plus lui produire un effet de stress où lui on va en fin de compte cliquer sur le lien parce qu'il va se sentir vraiment concerné par ce qui est dit sur le mail parce mm. qu'il voilà, il se connaît et on le connaît. Eh ben, on est arrivé, ça fait déjà 25 minutes. Je Ouais, te remercie beaucoup pour c'est très enrichissant, hein, on apprend, on a toujours l'impression qu'on est bien protégé, mais tu vois, en t'écoutant, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de travail pour protéger il y les a beaucoup de données. travail, mais c'est pas, en réalité, c'est une course de fond. Et de toute manière, elle va continuer de se faire parce que, en effet, on peut avoir des nouveaux vecteurs d'attaque. Aujourd'hui, on parle du phishing, mais demain, ça pourrait être autre chose aussi. Mais en réalité, le fin mot de l'histoire, c'est que dans une entreprise, chaque collaborateur a une responsabilité au niveau de la cyber. Et Mm, ça, c'est pas encore pour certaines boîtes euh, vraiment imprimé dans leur tête. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être mis en place par les équipes IT, les responsables de l'entreprise, pour que toutes les personnes aient cette notion de cyber et pourquoi elle est autant importante pour eux que pour l'entreprise. Voilà. ouais, mais toi, tu vois, les équipes IT, je veux dire, après, là, c'est des tailles d'entreprise. Ouais, mais c'est pour ça, en effet, mais que ce soit des PME ou des boîtes du CAC 40, il y a toujours une manière de mettre en place de mettre en place de la cyber dans leur société. Mm, mm, Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des chiffres, hein, mais il y a beaucoup de PME qui aujourd'hui doivent mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont subi une attaque cyber et que ce soit par une rançon logicielle ou par un autre type d'attaque, enfin d'impact, on va dire, généralement, l'entreprise ne pourra pas se relever. C'est-à-dire, Donc, c'est intéressant ce que tu dis. L'entreprise, carrément, elle met la clé sous la porte. ah, ouais.
enfin, en fait, on sait qu'aujourd'hui, si une PME ou une boîte fait banqueroute, on sait que c'est d'une part, soit parce qu'il y a eu des, hum, des, euh, des choix stratégiques qui ont fait que voilà, leur business ne marche plus. Et de l'autre côté, en fin de compte, l'autre moyen qu'on fasse banqueroute, c'est parce que on s'est fait attaquer et qu'en réalité, je sais pas, si admettons notre entreprise, le business, il est vraiment régi par une application web qui est exposée, qui permet en fin de compte de faire du revenu pour l'entreprise, mais que cette application web ne fonctionne plus, que ce soit pour 24 heures ou même quelques mois, parce que justement, quelqu'un qui s'amuse à, à, en fin de compte, faire un dysfonctionnement en fin de compte sur l'application web et donc du coup sur le serveur en question, et bah, le problème c'est que bah, on n'a pas de revenus. Donc on doit soit avoir une bonne trésorerie ou soit en fin de compte, en effet, bah, on perd l'argent qu'on aurait dû gagner. D'accord, ça veut dire que l'application, le hacker lui demande une rançon Ça peut et être une rançon, mais ça peut être aussi l'envoi de requêtes multiples sur l'application web, ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de requêtes. Le serveur bah, crash hmm, ou même ne marche plus très bien. Et bah, côté IT dans la société, on n'arrive pas à vraiment comprendre d'où vient le problème. Et ça, c'est justement, bah, en fin de compte, un pentester, quelquefois, avant même avoir fait, avant même que l'attaquant, lui, passe, avoir déjà distingué, identifié un entrée utilisateur où justement on peut faire une attaque type DDoS, où ouais, justement, bah, l'intérêt, hmm, c'est hmm, de crasher le serveur. hmm, hmm. Eh bien, Pierre-Louis, merci beaucoup hein, Il n'y a pas de souci. pour ton temps. Et puis nous, on se revoit prochainement. Donc je vais arrêter cette interview. Ben, pour les auditeurs, en tout cas, ben, on vous dit à plus tard. À la prochaine.